Alors Nausicaa est né en 1991 et c'est plus qu'un aquarium, c'est-à-dire que c'est un centre qui est dédié au lien entre l'homme et l'océan. Quand on a l'opportunité d'avoir un site qui reçoit entre 850 000 et 1 million de visiteurs, c'est une vraie responsabilité parce que il ne faut pas rater l'opportunité de diffuser des messages. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire. On le fait par nos expositions, on le fait aussi pour les scolaires par un travail pédagogique important. On le fait aussi par notre action puisque nos visiteurs participent eux-mêmes à la sauvegarde de la biodiversité en mer puisqu'on a des opérations de conservation en mer, que ce soit sur les coraux, les raies, les requins, etc. Et on donne de l'argent à des ONG qui, elles, sont sur le terrain pour pouvoir préserver cette biodiversité. On est vraiment en relation directe avec eux et par exemple, l'année dernière, on sait que plusieurs dizaines de manchots du Cap ont été sauvés par l'argent qu'ont pu donner nos visiteurs par notre intermédiaire à une association qui s'occupe de la sauvegarde des manchots. Les manchots vont être nourris, donc il faut savoir qu'ils sont nourris tous les jours, 2 à 3 fois par jour. Et on les nourrit du coup, comme vous venez de le voir en fait, sous forme de training, donc avec mon fameux target qui était mon flotteur, qui était une cible pour eux, le bridge, et aussi le dans l'eau qu'ils ont appris à faire. Et il y a des moments où on fait aussi des nourrissages qu'on appelle free food, parce que c'est toujours important d'avoir aussi des périodes des nourrissages sans leur demander d'exercice. C'est important dans l'organisation d'un training en fait d'avoir des nourrissages sans exercice. Lors des sessions de training, ça nous permet, comme j'expliquais, de les faire venir près de nous en les faisant suivre du coup la cible. Donc ils viennent, ça nous permet de faire une observation générale, vérifier que tout va bien, que les bagues sont toujours bien en place. Et lors des entretiens aussi, l'entretien le matin, de faire aussi une petite surveillance dans les nids, vérifier que tout est normal, que tout se passe bien. On les entend chanter, donc ça c'est signe aussi qu'on va entrer en période de repos en fait. Là ils sont en train de chanter, ils s'appellent mutuellement, c'est comme ça qu'ils s'appellent et qu'ils se reconnaissent. Et c'est le début de la parade où ils vont chanter, ils vont après vraiment se retrouver en couple et danser. On souvent dit qu'ils sont comme s'ils étaient face à un miroir, en fait ils sont très synchro dans leur danse. On fait partie d'un programme européen de reproduction on fonctionne en échange comme ça en fait pour soit créer des colonies, comme nous en fait on a récupéré des manchots qui naissent de différents parcs, pour agrandir des colonies ou pour proposer des partenaires si il y a des manchots célibataires. On a choisi ici de présenter des manchots du Cap parce que là-bas en Afrique du Sud et en Namibie en fait c'est une espèce qui est vraiment, elle était vulnérable, elle est passée là en danger. On en compte à peu près 50 000 alors qu'il y a quelques années de ça on en comptait 3 fois plus. Et donc on les présente ici et on soutient aussi du coup une association en Afrique du Sud qui s'appelle la SANCOB qui eux œuvrent en fait sur place. Ils récupèrent des oiseaux, donc des manchots mazoutés à cause des pollutions d'hydrocarbures, nappes de pétrole et tout ça, marée noire. Des orphelins aussi, parce que du coup il y a aussi le problème de la surpêche là-bas. Donc les parents sont obligés de partir de plus en plus loin pour pouvoir se nourrir et nourrir les petits. Et donc en allant de plus en plus loin, ils se fatiguent, ils rencontrent de plus en plus de prédateurs aussi et ils reviennent pas forcément. Ils ont un centre là-bas sur place et ils les resoignent et une fois que les animaux sont aptes en fait, sont guéris, bien nourris, ils ont le poids qu'il faut pour repartir, ils sont réhabilités dans leur milieu naturel. Et donc on envoie la totalité des fonds qu'on récupère à cette association-là et l'association là-bas sur place ce sont uniquement des bénévoles. Pour sauver vraiment un manchot, ils ont besoin d'une somme de 50 €. Et donc dans ces 50 €, ça comprend la nourriture, le poisson qu'il faut acheter, les produits pour les soigner, les laver et tout ça. Quand on visite Nausicaa, on est immergé
dans le monde des océans. Et on explique à nos visiteurs comment faire pour que chacun d'entre nous puisse être plus responsable vis-à-vis de l'océan, vis-à-vis de la biodiversité, de l'avenir de l'océan, puisqu'on a besoin d'un océan en bonne santé pour pouvoir assurer notre avenir. Vraiment, le but, c'est de présenter la diversité qu'on puisse retrouver aux visiteurs et aussi les sensibiliser aux enjeux qui sont actuels des changements des écosystèmes marins, du réchauffement climatique. Et qui dit réchauffement climatique parle de prolifération des méduses. Parce qu'en fait, si ces méduses prolifèrent, c'est qu'on crée un déséquilibre sur l'environnement. L'un des premiers facteurs, donc, c'est notamment la surpêche. Le second facteur va être directement le réchauffement climatique. Puisqu'en accélérant, on va dire, l'augmentation de la température de l'eau, on va stimuler donc les polypes, qui sont à la phase fixe des méduses, à développer encore plus d'individus. Et donc tous ces facteurs cumulés vont entraîner la surpopulation. Et si on peut prendre l'exemple du serpent qui se mord la queue, c'est qu'à partir du moment où vous avez de plus en plus de méduses, eh bien ces méduses vont consommer plus de nourriture. La composition de l'alimentation chez les méduses, elle va être consommée donc du plancton, donc du phytoplancton, plancton végétal, on va retrouver le plancton animal, le zooplancton, et à côté de ça, les méduses, qui sont aussi des méduses carnivores, elles vont consommer des œufs de poisson. Donc en consommant les œufs, il y a moins d'œufs qui vont pouvoir éclore, donc on baisse aussi la population de poissons. Tous les gens savent que les méduses sont des animaux qui piquent. Leur but est non pas de piquer pour nous embêter quand on va se baigner. La principale utilité de la piqûre, c'est de capturer leur proie, donc par simple contact. Et en créant ce courant autour, ils vont brasser un volume d'eau autour de leur organisme pour capturer les proies, piquer leurs proies pour pouvoir s'en nourrir. Et à côté de ça, vous allez avoir tous les filaments qui vont servir à la digestion de l'animal. Et ce sont ces filaments qui vont pouvoir atteindre des tailles jusqu'à 10-15 mètres de long. Les records de méduses qu'on a pu trouver sont de l'ordre de 20 à 30 mètres. Celle-ci, c'est Aurelia aurita, c'est une espèce locale. Celle qui est juste ici, qui est une espèce japonaise, Ropilema azamushi. Donc celle-ci, c'est une petite espèce de celle qui est très connue faisant partie de l'alimentation des Japonais. Espèce originaire de Californie, océan Pacifique, qu'on retrouve donc généralement sur la côte ouest américaine, partant aussi bien du sud du Mexique jusqu'en haut du Canada. Donc c'est une méduse qui a une très longue durée de vie puisqu'elle peut vivre jusqu'à 2 ans, qui sont des relativement gros animaux puisque on a des animaux qui peuvent atteindre une taille d'ombrelle d'environ 40 cm pour une longueur de bras d'environ 2 mètres. Donc c'est des animaux assez rares en Europe puisqu'il y a très peu d'aquariums qui les reproduisent. En fait il y en a 2. De nombreux aquariums vont essayer de les maintenir, mais on s'approvisionne du milieu naturel. Ici, du coup, maintenant, on travaille sur la reproduction de cette espèce. Donc, tous les plus petits individus que vous voyez sont des animaux qui sont nés chez nous au mois de juin. C'est ici qu'on fabrique les bébés. Enfin, on fabrique pas nous-mêmes, hein, on stimule en tout cas les polypes à fabriquer des méduses. Donc ici, on a des bassins d'attente qui vont nous permettre à faire le grossissement avant passage en exposition, où vous avez les lots d'animaux qui iront en exposition dans les semaines à venir. À partir du moment où on a eu les reproductions, les bébés vont naître dans cette boîte. Et ensuite, donc nous, on va pipeter les bébés les uns après les autres et les répartir dans des aquariums en circuit fermé. Après, on travaille sur des animaux qui ont un métabolisme très très lent. Donc on ne peut pas leur demander trop tous les 6 mois. On ne va pas à plus de 6 mois de lot d'élevage. Puisque sinon, après, on fatigue les souches. Et le but, c'est pas de perdre la souche. Le but, c'est de la garder le plus longtemps possible. Parce qu'un polype, c'est, pas dire immortel, mais c'est tout comme. Il faut pouvoir connaître, comprendre pour aimer. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on aime, on a envie de protéger, mais y compris pour assurer notre avenir. Ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment une menace sur l'ensemble des requins. Il y a à peu près, on va dire, un chiffre un peu hallucinant qui est 100 millions de requins qui sont tués chaque année. Alors 100 millions, ça fait quand même 3 requins par seconde, hein. Donc je
vous laisse un peu imaginer le massacre qui malheureusement est fait sur les requins. Alors ce qui se passe aussi, c'est que la majorité des requins qui sont capturés, c'est uniquement pour ne prélever que leurs ailerons, puisque finalement les nageoires de ces requins servent à l'élaboration malheureusement d'un plat traditionnel asiatique. Donc forcément, vu que c'est principalement ciblé pour ne prélever que leurs nageoires, donc que leurs ailerons, c'est principalement sur des espèces de requins de taille assez importante. Mais c'est vrai que maintenant on estime que près de 40% de toutes les espèces de requins sont menacées à l'heure actuelle. Ce qui se passe, c'est que nous ici à Nausicaa, on essaie vraiment de démystifier justement cette mauvaise image qu'on a des requins. C'est vraiment notre but principal, c'est de sensibiliser finalement au maximum nos visiteurs justement au fait que le requin est un animal comme un autre, que ce sont des animaux fragiles, au même titre que n'importe quel animal. Et c'est pourquoi c'est important de les connaître, mieux les connaître pour pouvoir mieux les préserver et les protéger par la suite. Ici à Nausicaa, il y a une douzaine d'espèces de requins. En fait, les requins sont répartis un peu dans tous les écosystèmes finalement qu'on représente ici à Nausicaa. Donc c'est pourquoi ici vous avez des requins plutôt récifaux, tropicaux. Vous avez des parties aussi dans la partie océanique avec des requins pélagiques, donc qui vivent vraiment en pleine eau. Et puis on a aussi beaucoup d'espèces, même des espèces par exemple de manche-mer du Nord, des espèces qu'on peut rencontrer ici sous nos côtes. Et étant donné qu'il est vraiment en bout de chaîne alimentaire, c'est lui finalement qui se nourrit principalement des animaux blessés, malades, des animaux aussi les plus faibles. Et c'est pour ça aussi que grâce aux requins, finalement, on a un écosystème en parfaite santé. Les requins, étant donné que ce sont des animaux qui sont capables de se déplacer, ils ont des capacités à s'adapter par rapport à certains changements climatiques. Après, en termes vraiment, par exemple, de pollution, ce genre de choses, c'est vrai qu'on se rend compte que malheureusement, certains requins qui filtrent l'eau en permanence, comme par exemple les requins pèlerins, le requin baleine, eh bien finalement, ils filtrent en même temps, par exemple, des microplastiques ou des polluants, ce genre de choses. Et c'est vrai que là aussi, c'est un impact forcément sur les requins. C'est ici que se termine notre voyage à Nausicaa, devant la star de l'aquarium, son grand bassin, le plus grand d'Europe.